Nous sommes à Lisieux, en Basse-Normandie, dans le département du Calvados. Une petite ville d'un peu plus de 20 000 habitants, située entre Paris et Deauville. Ici, le marché local de la drogue est de plus en plus tenu par des dealers venus d'ailleurs. Parfois même de la grande couronne parisienne. Au commissariat, c'est précisément ce qui occupe les enquêteurs de la brigade de sûreté urbaine, la BSU. 6 hommes qui se retrouvent au quotidien sur tous les fronts. Depuis 2 jours, dans les bureaux du commissariat, les policiers sont mobilisés sur une nouvelle affaire de stupéfiants. Xavier, un officier de police judiciaire de 45 ans, vient d'entendre un homme interpellé sur la voie publique en possession d'une importante quantité de drogue. La plaquette de résine de cannabis ici présente, c'est 100 grammes, enfin 102 grammes exactement en fait, donc une bonne qualité en plus en matière de résine. L'enquêteur suspecte l'individu d'être un dealer car en plus de la fameuse plaquette de cannabis, il a découvert des pièces à conviction accablantes. Au domicile, on a procédé à une perquisition dans laquelle on a retrouvé différents objets qui laissaient présumer que cet individu se livrait à la revente de résine de cannabis. En l'espèce, déjà, ce qui était intéressant initialement, c'est qu'on retrouve des barrettes de résine de cannabis prédécoupées, ici, donc conditionnées pour la revente. Des objets, aujourd'hui sous scellés, qui sont sans équivoque pour l'enquêteur. Donc on voit bien qu'il y a des traces de résine de cannabis, des traces de coupures, de couteaux et compagnie. D'ailleurs, on retrouve également le couteau, enfin les couteaux qu'il utilisait pour couper cette résine. Quand on lui a posé la question, il a bien précisé que c'était pour découper de la résine de cannabis. Même si l'homme a reconnu les faits durant sa garde à vue, il a été relâché pour la poursuite de l'enquête. Car les policiers ont une idée en tête. Ils veulent en savoir plus sur ses activités pour découvrir d'éventuels complices. Pour cette personne, la stratégie, c'est de le remettre dehors, car on pense qu'il se livre à de la revente de résine de cannabis. On lui a redonné ses 2 téléphones. Il est parti en confiance, donc à partir de là, je pense qu'il va continuer à utiliser ses téléphones. Et pour nous, ça peut être que tout bénef, quoi. Car c'est grâce au téléphone du suspect que Xavier compte progresser dans son enquête. Notamment en mettant ses 2 numéros sur écoute. En fait, des objectifs, il y en a 2. Le premier, c'est de pouvoir remonter jusque son fournisseur, ce qui serait souhaitable pour l'enquête, ce qui serait beaucoup plus intéressant pour nous, et pouvoir étayer son trafic et pouvoir lister un certain nombre de clients le concernant. À partir d'un simple contrôle nocturne, le policier a hérité d'une affaire de trafic de stupéfiants d'envergure. Il ne le sait pas encore, mais en mettant la main sur ce petit revendeur, il vient en fait de s'attaquer à tout un réseau de trafiquants qui sévit sur Lisieux. Un réseau qui va mobiliser tous les enquêteurs de la BSU pendant plusieurs mois. Quelques jours plus tard, au commissariat de Lisieux, Xavier s'apprête à écouter les conversations téléphoniques passées ce week-end sur les téléphones du revendeur de cannabis présumé. Depuis 48 heures, chacun de ces appels est enregistré dans ses boîtiers. Donc le téléphone qui est mis sous écoute, donc il y a un appel qui arrive dessus, ça déclenche systématiquement ces appareils qui, eux, interceptent la communication, ça l'enregistre, et à l'issue, ça nous permet de l'écouter. Patiemment, Xavier écoute chaque communication. Au bout de quelques instants, une conversation va attirer son attention. Allô, ça va quoi? Viens, attends. Tranquille, dis-moi, tu fais quoi? Je suis pas chez moi, j'ai plus de café, donc je peux pas te payer de café pour l'instant, faut attendre un peu, je vais aller faire des courses. Ça, c'est intéressant. D'accord, demain, je pense. Dès que j'ai des nouvelles, je t'envoie des textos. Pour une oreille non avertie, cette conversation peut sembler banale, mais pas pour Xavier. Le policier connaît parfaitement le langage codé des vendeurs de drogue. Donc en fait, c'est une discussion qui est assez explicite. Bon, le café en l'espèce, donc c'est la résine de cannabis, c'est du produit. Il n'y a pas de secret là-dessus. Visiblement, comme l'enquêteur l'espérait, le suspect continue d'utiliser ses téléphones pour son trafic. Et son arrestation quelques jours plus tôt n'aurait pas freiné son activité, bien au contraire. Ouais, t'es où là? Je suis chez moi, là. Prépare un café. Allez, ça va. À tout à l'heure. Encore une cliente qui demande du café. Maintenant, on reste à voir aussi la quantité de produits qu'il peut brasser. Et c'est vrai que c'est pas inintéressant du tout.
Et dans le bureau d'à côté, les soupçons de l'enquêteur vont se confirmer avec Michel, le spécialiste de la BSU pour la téléphonie et les vidéosurveillances. Michel, t'en es où au niveau des SMS? Bah écoute, ça donne. Depuis la mise en place des écoutes, Michel reçoit chaque jour sur son ordinateur tous les SMS échangés par le suspect au travers de ses deux téléphones. Et ce matin, le policier est plutôt satisfait de ce qu'il trouve dans les messages. Tu vois, regarde par exemple là, et le gars, bon, il lui demande si t'as pas 20 € quoi, enfin un bout à 20 quoi. On est tranquille. Ah, c'est de la petite misère parce que tu vois, il lui demande même s'il peut payer en 2 fois son crédit. Hein. Et on est pas mal, tu vois, on est déjà, rien que pour le week-end, on est à 60 et quelques messages. Pour le moment, on n'a rien qui nous amène sur la trace d'un fournisseur quoi. Ouais, enfin, c'est pareil, c'est que le début là. Oui, bah, ça fait 2 jours que ça tourne, c'est vraiment pas non plus trop en vouloir. L'activité du revendeur présumé semble soutenue. Mais pour l'instant, impossible de savoir où il se fournit. En continuant ses recherches, Michel va tomber sur une précieuse information. Là, c'est notre personne surveillée qui répond « J'ai rien ». Aujourd'hui, c'est 16h42. Donc là, pour le moment, notre vendeur est à court de marchandises. Les enquêteurs espèrent donc que le suspect va rapidement contacter son fournisseur, car c'est cet homme qui les intéresse. Pour nous, c'est important parce que ça va nous permettre d'avoir une attention accrue sur ses faits et gestes et d'essayer de voir où il se fournit. Grâce aux écoutes téléphoniques, les enquêteurs pensent que l'homme arrêté il y a quelques jours pourrait continuer de revendre de la résine de cannabis à de nombreux clients. Leur objectif est maintenant de remonter jusqu'à son fournisseur, un individu mystérieux qui pourrait être à la tête d'un important réseau de trafiquants de drogue. Pendant les jours qui suivent, Michel et Xavier vont se relayer aux écoutes téléphoniques. J'écoute 2-3 trucs qui viennent d'arriver. Hein. À l'affût du moindre indice qui pourrait leur permettre d'identifier un fournisseur potentiel. Eh oui, je suis venu choquer plein de fois, mon frère, parce que j'ai pas mangé, je peux pas manger à cause de toi, mon frère. J'ai plus de batterie là, je vais couper. Une surveillance accrue, Bon, voyons voir. mais au bout du fil, les banalités se succèdent. Et on mange quoi ce soir? Moi, je suis pas, on verra. Blablabla, faut bien faire les courses. Bah ouais, bon, on verra tout à l'heure. Rien? Malheureusement, toujours aucun contact entre le revendeur présumé de cannabis et un quelconque fournisseur. Mais 48 heures plus tard, un nouvel appel va relancer toute l'enquête. Ce matin-là, en prenant son poste, Michel va découvrir une étrange discussion entre le revendeur présumé et un homme inconnu. Allô? Ouais, c'est... Ouais, bien. Bien. Non, en fait, ce qu'on avait parlé, c'est fait. Vas-y, bah, viens. Vas-y, j'arrive. Pour Michel, l'individu au téléphone pourrait bien faire partie du trafic de drogue sur lequel les policiers enquêtent. Allez, viens, allez, vas-y, viens. On a peut-être là un fournisseur ou au moins quelqu'un qui dépanne. Et Michel n'est pas au bout de ses surprises. En épluchant les SMS du suspect, il va faire une autre découverte qui va confirmer ses soupçons. Oh, ça c'est intéressant. Là, on a un message émis par un numéro qu'on ne connaît pas encore et où il dit « On peut se rejoindre dans 15 minutes comme hier ». Les SMS échangés entre le revendeur présumé et ce nouvel interlocuteur ne laissent planer aucun doute pour le policier. Le fameux correspondant mystère demande s'il veut comme hier. Donc là, on est encore plus explicite dans la transaction. Hein. L'enquêteur est désormais convaincu que le revendeur présumé de cannabis cherche à s'approvisionner auprès de diverses sources. Des individus dont il va falloir maintenant découvrir l'identité. Grâce aux échanges SMS, Michel dispose désormais du numéro de téléphone de l'un d'entre eux. Alors, par réquisition, il va demander à l'opérateur téléphonique de lui fournir les coordonnées du titulaire de cette ligne. Voilà, plus qu'à attendre. Le lendemain matin, Michel reçoit la réponse des opérateurs téléphoniques. Et le résultat dépasse toutes ses attentes.
Tiens, allez, surprise. Oh. Joli, ça, hein? C'est joli. Bah, moi, je trouve, quand même. Le titulaire de cette ligne, qui est en contact avec le revendeur présumé, a un casier déjà bien chargé. C'est une jeune fille, comment dire, bien connue de nos services, mais bien connue de chez bien connue, pour différentes infractions, allant des stupéfiants à l'escroquerie, au vol. Enfin voilà, une jeune fille qui a un palmarès très solide. Malgré son jeune âge, le lourd passé de cette femme laisse penser aux enquêteurs qu'elle pourrait être impliquée dans un trafic de drogue d'envergure. Reste maintenant à déterminer son rôle. En quelques clics, Michel va rapidement découvrir un indice pour tenter de la localiser. Je vois qu'en janvier 2014, elle était logée à l'hôtel. Ça demandera à être vérifié. Un indice qui va s'avérer déterminant pour la poursuite de l'enquête. Grâce aux écoutes, l'organigramme du trafic implanté à Lisieux commence à se dessiner. Le revendeur présumé de cannabis serait en contact avec 2 personnes pour s'approvisionner. D'un côté, un homme sans visage et de l'autre, une jeune femme multirécidiviste. Mais pour Michel, ces 2 individus n'auraient pas la carrure nécessaire pour alimenter tout un réseau. Après 2 semaines d'enquête, les policiers sont convaincus que les écoutes ne leur apprendront rien de plus. Le fournisseur qu'ils recherchent semble être particulièrement méfiant. Alors pour tenter de le débusquer, ils vont devoir changer de tactique, quitte à prendre des risques. Ce matin, Xavier et son collègue Christophe se rendent au palais de justice pour exposer leur affaire au procureur de la République. Pour remonter sur les traces du fournisseur, les enquêteurs aimeraient entendre à nouveau le revendeur présumé et surtout la jeune femme qui pourrait lui avoir fourni de la drogue. Mais pour cela, ils doivent d'abord obtenir l'accord du parquet. Pour aller interpeller les gens comme ça, il faut l'autorisation du magistrat. Donc on va lui exposer les éléments dont on dispose et lui peut juger en direct et on peut discuter un peu avec lui de l'orientation de l'enquête. L'objectif de ce matin, convaincre le procureur de la nécessité d'une intervention rapide. Car comme dans toute affaire de stup, il faut pouvoir aller vite pour éviter que les preuves ne disparaissent. Là, si on arrive et qu'on frappe à la porte, si tant est qu'il y a un pot de produit, ça va disparaître dans les toilettes, par la fenêtre ou autre chose. Dans quelques instants, Xavier et Christophe sauront s'ils ont le feu vert du parquet pour aller chercher les 2 suspects à leur domicile. Ce qu'on voudrait faire, c'est pouvoir organiser ça demain matin. Oui. À partir de 6h30. Il continue avant, on va peut-être pas avoir des grandes quantités, mais on va en avoir. D'accord. Il a quand même, d'après ce que vous m'avez dit, 30 clients. Ouais, il a plus de 30 clients identifiés. De la drogue à saisir, un trafic de stupéfiants avec de nombreux clients et des suspects connus des services de police. De quoi convaincre le procureur d'autoriser les interpellations. Effectivement, tous sont connus. Donc je vais vous délivrer, je vais vous préparer un 78 pour ces personnes-là. Un 78. Dans le jargon judiciaire, c'est un ordre à comparaître. Ce précieux document va permettre aux policiers d'aller interpeller les suspects chez eux plutôt que de les convoquer. Voilà, pour 378. Parfait. Désormais, les enquêteurs disposent de tous les éléments pour préparer l'intervention du lendemain. Alors, sans plus attendre, Xavier et Christophe vont vérifier un dernier point. Le domicile de la femme, soupçonnée d'être une revendeuse. Car souvenez-vous, les policiers avaient obtenu une adresse dans un hôtel de la ville. Un logement temporaire donc. Reste à savoir si la suspecte habite toujours là-bas. Après, il est parfaitement plausible qu'on la rencontre là tout de suite. Hein. Ça, c'est les aléas. Hein. Après, on dit bonjour, hein, puis c'est tout. Voilà, on fait une enquête de voisinage, on s'en fiche, on n'est pas là pour elle. Pas question d'éveiller les soupçons de la jeune femme. Les enquêteurs vont rester discrets. Afin de ne pas compromettre leur repérage, nous les suivons en caméra cachée. On aurait besoin d'un petit renseignement sur une personne qui serait éventuellement locataire chez vous. Est-ce que vous auriez eu ou est-ce que vous avez encore une personne qui répond au nom de... Oui. Elle est toujours actuellement? Oui.
Bon. Ils sont plusieurs dans la chambre ou elle est tout seule? Avec son fils. De temps en temps, il y a son mari qui vient. Manifestement, la suspecte est toujours hébergée ici avec son enfant en bas âge. Les policiers quittent l'hôtel afin de préparer les interpellations du lendemain. Ils espèrent une chose, découvrir enfin celui qui alimente les revendeurs présumés. Mais vous allez voir que dans ce milieu où règnent les règlements de compte, leurs espoirs vont se retrouver confrontés à la loi du silence. Le lendemain matin au commissariat de Lisieux. Le jour n'est pas encore levé lorsque les policiers répètent les derniers détails de l'interpellation. Ils comptent aller cueillir en plein sommeil les 2 revendeurs présumés, mais l'opération s'annonce délicate. Alors le problème, c'est qu'au niveau de la chambre d'hôtel, il se peut que soit avec son fils, qui a 2 ans. Donc ça risque de poser un problème par rapport à ça. Donc on avisera au moment venu. Au total, une dizaine de policiers sont mobilisés pour l'intervention. Des interpellations menées en parallèle par 2 équipes. D'un côté, Thierry et Christophe partent en direction de l'hôtel pour appréhender une jeune femme au lourd casier, une revendeuse présumée qui logerait avec son enfant dans un hôtel de la ville. Quant à Michel et Xavier, ils se rendent au domicile du revendeur présumé de cannabis, un homme déjà arrêté par la police puis relâché, qui continuerait malgré tout son petit trafic. Une fois sur place, Xavier et ses coéquipiers ont l'intention d'utiliser les grands moyens. Allez, go! L'objectif des policiers, prendre par surprise le suspect pour qu'il n'ait pas le temps de faire disparaître des preuves. Tu bouges pas! Sur place, le suspect est rapidement neutralisé. Monsieur, vous êtes interpellé en vertu d'un mandat de comparution du procureur de la République dans le cadre d'une affaire de trafic de stupéfiants. Vous vous en doutez un petit peu. Oui, je sais, vous m'avez déjà arrêté. Sauf que depuis, vous avez continué. Ah oui. Un petit peu. Ah, un petit peu beaucoup. On vous surveille. Contre toute attente, le jeune homme reconnaît qu'il a continué son trafic après sa dernière garde à vue. Et il va fournir aux policiers une explication surprenante. Bon. Je l'avoue, de toute façon j'ai besoin d'argent, faut que je le rembourse. Vous m'avez pété avec des trucs, faut bien que je le paye, le gars. Sinon le gars il va faire comme vous à 6h du matin, il va me fumer. Le jeune homme a manifestement très peur. Il aurait une dette envers son fournisseur à cause de la marchandise saisie par les policiers. Car souvenez-vous, lors de son interpellation 2 semaines plus tôt, ce revendeur était en possession d'une plaquette de 100 grammes de résine de cannabis et de plusieurs barrettes, soit une valeur marchande de plus de 600 € environ. Des stupéfiants qu'il n'a donc jamais pu revendre. Une perte importante pour cet homme sans revenu qui craint des représailles. Car aujourd'hui, son fournisseur attend d'être payé. Sous pression, il va même faciliter le travail des policiers. Monsieur, on fait une perquisition? Vous le mettez dans le... De toute façon, ne cherchez pas les stupes. Monsieur, ne cherchez pas les stupes, il n'y a rien. Je vous le dis, les stupes, elles sont là dans la boîte marron. Prenez la boîte marron sur la table, et hop. On va déjà prendre la boîte marron, les téléphones. Dans la boîte marron, les enquêteurs trouvent une barrette et demie de résine conditionnée, un emballage caractéristique des produits destinés à la revente. Et dans une petite boîte un peu plus loin, nouvelle découverte, une barrette et quelques morceaux de cannabis en vrac. Ça en prend. Au total, près de 10 grammes de produits stupéfiants sont saisis. Une prise plutôt modeste qui ne surprend pas les policiers. On est bien d'accord, au vu de ce qu'on sait, la petite boîte c'est ta conso personnelle, Ouais. les autres c'est ce que tu dépannes les autres. Bah, il y a une barrette. Ouais, une barrette et demie. Ouais, D'accord. Mais en cherchant encore, les policiers vont faire une ultime trouvaille, beaucoup plus intéressante cette fois. Et là on a de l'argent qu'on va compter. Donc 50, 70, 90, 100, 110. 570 € en petites coupures. De l'argent sans doute tiré de la vente de produits stupéfiants. L'équivalent d'une plaquette de résine de cannabis. Pendant ce temps, un peu plus loin dans la ville, la deuxième équipe intervient à l'hôtel où réside la jeune femme suspectée. Thierry et ses collègues ont décidé d'agir en douceur, car ils s'attendent à la trouver en compagnie de son fils de 2 ans.
Cette fois, pas besoin de forcer la porte. Les policiers disposent des clés de la chambre qu'ils ont récupérées la veille. Bonjour, c'est la police. Une fois dans la chambre, les enquêteurs constatent la présence du compagnon de la jeune femme. Allez, vous vous levez. Jeune homme, monsieur. Il est 7h10, vous êtes placé en garde à vue pour trafic de stupes. Le réveil est difficile. Profondément endormi, le petit garçon de la jeune femme ne bouge pas. Sa maman, elle, n'est manifestement pas surprise de se retrouver face aux policiers. Vous savez pourquoi on est là? Parce qu'on vend quelque chose. Voilà. On est d'accord? Oui. Ok. Mais bon, franchement, on n'aurait pas ça, tout le monde n'aurait pas de sous. Franchement, sans mentir. La suspecte reconnaît sans difficulté qu'elle se livre au trafic de stupes. C'est son quotidien, avoue-t-elle. Plutôt détendue, elle va même se montrer coopérative. Alors on va discuter un petit peu de ce qu'il y a sur la table. Oui. Hein, donc, En plus, on nous l'a traité hier soir. une petite balance. Voilà. Le produit, uniquement ce qu'il y a dans le sac. Ouais. D'accord. Il n'y a plus rien. Vous êtes arrivé trop tard. On est arrivé trop tard. C'est quoi? C'est de la bœuf? Ouais, c'est de la paix. Amnésia. Ouais, ça sent. Hein. Ouais. 4 sachets d'herbe et une balance. Il y a là tous les ingrédients du parfait petit dealer. Étonnamment, la jeune femme joue carte sur table. Et elle va même livrer des détails sur l'ampleur de son trafic. Vous disiez on est arrivé trop tard, c'était quoi? Qu'est-ce qui était... Il y en avait un petit peu plus. Combien? Franchement, il y avait 100 grammes. D'accord. Ouais, ça fait 100 grammes de bœuf. Hein. Ouais. C'est gros, hein? Ouais, c'est pas mal. Bah, franchement, c'est gros, ouais, c'est pas mal. Non seulement cette revendeuse présumée assume pleinement son trafic, mais elle semble en tirer une certaine fierté. Sans aucune résistance, elle accepte de suivre Thierry, le sourire aux lèvres, pour être entendue. Son petit garçon, lui, part avec sa grand-mère, venue à la rescousse. Au commissariat de Lisieux, l'audition du revendeur présumé de cannabis a déjà commencé. Mis sur écoute pendant 2 semaines, ce récidiviste par qui toute l'affaire a débuté va avoir du mal à se dérober face à Xavier. Alors les barrettes conditionnées, c'est pour la revente ou c'est pour perso ça? Consommation. Ah bah dis donc, c'est merveilleux ça. On t'es sûr de ça, hein? De quoi? Tu me racontes pas de conneries, c'est pas pour la revente. Ah non, c'est les miennes, c'est là. Moi, je suis consommateur, hein, avant tout. Le suspect cherche à se faire passer pour un gros consommateur de cannabis. Pourtant, lors de la perquisition, le jeune homme avait reconnu qu'il continuait de dealer pour rembourser sa dette vis-à-vis de son fournisseur. Alors Xavier va lui montrer qu'il en sait plus qu'il n'y paraît. Tes 2 téléphones ont été passés sous écoute. Donc voilà, et on a pu constater, donc au travers des écoutes téléphoniques et l'exploitation des textos, que tu continuais à vendre du shit. Hein. Ok? Donc ça, tu vas pas le nier. De toute façon, tu peux pas nier l'évidence de toute manière. Pour tenter de faire avouer le suspect, Xavier va lui soumettre une conversation téléphonique plutôt significative. T'es au téléphone avec quelqu'un. Alors, j'ai pas de nouvelles, je suis pas chez moi, là, j'ai plus de café, donc je peux pas te payer de café pour l'instant. Ah, faut attendre un peu, je vais aller faire des courses. Dès que j'ai des nouvelles, je t'envoie un texto. Ouais, voilà, à n'importe quelle heure, de toute façon. Donc apparemment, lui, il veut du café à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Hein? D'accord. Qu'est-ce que c'est du café, alors, sinon? Du café, c'est du café, mais... Voilà, c'est pas du café. Ah, voilà, quand même. Tu dois bien t'en douter. Donc c'est du shit. C'est ça? Le suspect vient de comprendre qu'il ne pouvait nier l'évidence. Alors Xavier va s'engouffrer dans la brèche. Pour le policier, si le jeune homme est régulièrement sollicité par téléphone, c'est qu'il doit probablement dealer d'importantes quantités. Selon toi, en quelle quantité mensuelle tu procèdes à la revente de cannabis? Selon toi, ça représente quoi? 2 plaquettes. Sur le mois, 2 plaquettes. 2 plaquettes, soit 200 grammes de résine de cannabis. Avec un tel trafic, le suspect gagnerait près de 15 000 € par an. Alors,
Pour revendre à cette échelle, le jeune homme a forcément un fournisseur régulier. C'est cet homme que Xavier recherche depuis le début de l'enquête. Mais dès son arrestation, le revendeur présumé a prévenu les policiers qu'il craignait pour sa sécurité. Est-ce que tu souhaites revenir sur l'identité de ton fournisseur? Non du tout. Pourquoi? J'ai pas envie d'en parler, puis j'ai déjà dit ce que j'avais à dire. Et tu veux surtout pas de problème? Ouais, aussi. Manifestement, le fournisseur du jeune homme inspire la crainte. Le suspect a peur pour lui, mais aussi pour ses proches. Je pourrais rester comme ça, attendre que le gars il vienne, que je sois pas chez moi, qu'il rentre chez moi, qu'il claque la gueule à la meuf, qu'il la mette dans un coffre, qu'il me dise bon bah maintenant il m'appelle, il me dit j'ai ta meuf, moi je fais quoi? Ce mystérieux fournisseur semble capable du pire. Sans doute une grosse pointure dans l'univers local du deal. Le jeune homme n'en dira pas plus. Dans le bureau d'à côté, les enquêteurs espèrent avoir plus de chance avec la jeune femme interpellée. Et c'est Christophe qui va mener son audition. Très coopératif durant son arrestation quelques heures plus tôt, va-t-elle continuer à jouer carte sur table concernant l'étendue de son trafic? Est-ce que tu as une clientèle qui est affiliée ou est-ce que c'est des gens comme ça, au petit bonheur la chance? Non, j'ai des clients réguliers. J'ai mes clients. Moi, je connais beaucoup de monde qui fume, de toute façon. Sans aucune honte, la jeune femme reconnaît que le deal est son gagne-pain régulier. Non, sur une semaine, normalement, on l'a fait partir la plaquette. D'accord. Normalement, ça peut faire une semaine. Tiens, tu prends par semaine alors? Normalement, ça va être 300 € la plaquette, à peu près. Donc, sur celle-là, là, on peut faire des sous. Sur 300 € la plaquette, on peut faire au moins 400, 500, 600 €. La jeune femme gagnerait jusqu'à 300 € par semaine pour la revente de 100 grammes de résine de cannabis. Un revenu dont elle dit ne pas pouvoir se passer. Tous les 2-3 jours, j'appelle le gros pour donner ses sous. Le gros? Derrière ce surnom, Christophe comprend qu'il s'agit du fournisseur de la suspecte. L'homme qui l'intéresse, justement. Et visiblement, l'individu ne plaisante pas avec ses débiteurs. Le gros, il attend jamais, il est chiant. En fait, il me stresse un peu. Vu que je peux pas prendre en cash à chaque coup, je suis obligé de prendre un gros, bah... Je suis obligé d'avoir un gros sur le dos pour ces gamètes. Christophe laisse parler la jeune femme, mais l'air de rien, il ne perd pas de vue son objectif. Parvenir à identifier son fournisseur. Si vous l'appelez, c'est qu'il est dans votre téléphone? La jeune femme esquisse un sourire, mais elle ne réagit pas. Après s'être montrée plutôt bavarde, elle l'est beaucoup moins quand il s'agit de pointer du doigt la source de son trafic. Donc lui, il vend quoi? Il vend de l'herbe ou il vend du shit? Les deux? Lui, franchement, Ouais. il vend les deux. Il vend les deux? Ouais. D'accord. Ok. Est-ce que vous êtes d'accord de nous dire qui c'est sur le répertoire? Non. La réponse est claire. La suspecte ne dira rien. Elle sait qu'elle risque gros pour sa sécurité et celle de son petit garçon. Malgré tout, Christophe va tenter sa chance une dernière fois. C'est qui, là? Bah, si tu me dis pas, tu me le montres. Non, mais c'est pas ça, non. Le policier balaye les contacts qui se trouvent dans le téléphone de la jeune femme. Mais impossible de repérer un fournisseur potentiel sans son aide. Christophe décide donc de mettre fin à l'audition. Signature du ministre. Voilà. Pour pouvoir remonter jusqu'à celui qui fournit cette jeune femme, ainsi que d'autres clients sans doute, les enquêteurs devront s'y prendre autrement. Ok, on y va. Let's go. Let's go. Après 24 heures de garde à vue, les suspects sont relâchés. Ils seront convoqués dans quelques semaines pour être jugés pour trafic de stupéfiants. Ils risquent, en théorie, jusqu'à 10 ans de prison. Mais pour les enquêteurs, ils ne sont qu'un petit maillon de la chaîne et semblent terrorisés par leurs fournisseurs. Désormais, les policiers veulent trouver la trace de la tête du réseau, un individu manifestement dangereux et prêt à tout. Mais le revendeur supposé et la jeune femme mise en cause auraient-ils affaire au même fournisseur? Y aurait-il plusieurs sources pour approvisionner en stupéfiants la ville de Lisieux et ses environs? Pour tenter de le découvrir, les enquêteurs vont maintenant concentrer leurs efforts sur la jeune femme. Elle a affirmé revendre des quantités importantes de cannabis
pour subvenir à ses besoins. Une fois relâchée, les policiers sont persuadés qu'elle va rapidement chercher à contacter son fournisseur. Dans quelques instants sur D8, un élément inattendu va venir bouleverser l'enquête des policiers. Le fournisseur, c'est toujours le même? C'est sur quoi? Sur les yeux? Si l'étau semble se resserrer autour du fournisseur présumé du trafic de drogue, Eh ben bingo. les hommes de la brigade de sûreté urbaine vont devoir se montrer vigilants. Leur cible semble avoir des yeux et des oreilles partout dans la ville. Il chauffe? Merde, pourvu qu'on ne l'ait pas... Entre surveillance et filature, les enquêteurs vont mettre au jour une organisation parfaitement rodée, où chacun aurait un rôle bien précis à jouer. Hop, là-haut, ça tombe. C'est du pognon qui est lancé, c'est quoi? Mais en se rapprochant des malfrats, les policiers sont loin de se douter qu'ils risquent bientôt de tout perdre. Au commissariat de Lisieux, les policiers redoublent d'efforts pour tenter de localiser le fournisseur du vaste trafic de drogue qui sévit sur la ville. Malgré les écoutes téléphoniques, les enquêteurs ne sont toujours pas parvenus à identifier cet individu. Après un mois d'enquête, c'est finalement un élément extérieur qui va les conduire sur la trace d'un suspect potentiel. Cet homme, en veste blanche, vient d'être interpellé en flagrant délit de consommation d'héroïne par une patrouille du GSP, le groupe de sécurité de proximité. Placé en garde à vue, il va être entendu par Vincent. Ça soit là. Dès son arrestation, le mis en cause a avoué être un consommateur régulier. Alors Vincent compte utiliser son audition pour tenter d'obtenir de nouvelles informations sur la personne qui alimente ce trafic. Tu as dit à mon collègue que tu consommais à hauteur d'1 gramme par jour, hein? Oui. J'essaye de ne pas faire coup d'un temps. Parce qu'après, ça te fait plus rien et c'est là que tu vas à la piscine. T'as acheté combien et pour quelle somme? Bah, normalement, je demande pour en avoir 5. Il était prévu avec ton fournisseur que t'en aies 5, c'est ça? Le fournisseur, c'est toujours le même? Ouais. C'est sur quoi? Sur les yeux? Oui. Manifestement, ce toxicomane a un fournisseur attitré. Un dealer qui semble bien implanté en ville. Alors Vincent voudrait en savoir plus. Est-ce que tu seras amené à le reconnaître sur photographie? Non. J'en ai rencontré. Oui. Je sais que c'est des choses. Il débarque chez ma mère, ou chez moi, ou je sais pas. C'est sûr, j'ai le mal. C'est chaud. Impossible de pousser le jeune homme dans ses retranchements. Il semble terrorisé par son fournisseur. Un témoignage qui fait écho à ceux des 2 individus interpellés quelque temps plus tôt. Le revendeur et la jeune femme avaient eux aussi refusé de donner leur fournisseur par peur de graves représailles. S'agirait-il du même grossiste qui inonderait en ce moment le marché sur Lisieux? C'est ce qui intrigue l'enquêteur. Mais pour l'heure, il sait que le gardé à vue n'en dira pas plus. On y va? Allez. Il lui reste malgré tout une carte à jouer pour récolter des indices. Examiner les effets personnels du mis en cause, saisi lors de sa garde à vue. Et notamment son téléphone portable. Vincent va donc éplucher un à un les contacts du répertoire du toxicomane. Quelques minutes plus tard, l'enquêteur va tomber sur un nom qu'il connaît bien. Ce nom est déjà apparu dans diverses procédures, récentes et un peu moins récentes. Vincent est persuadé d'être sur une piste. Après être passé aux archives, il s'empresse de partager sa découverte avec son collègue, Thierry. J'ai jeté un coup d'œil effectivement sur un dossier que tu vas te souvenir, c'est le dossier où apparaissait un. Et j'ai consulté donc le téléphone portable de. Et effectivement, il y a 2 numéros de portable qui ressortent sous le surnom. Donc, je pense que c'est à mettre en relation. Le contact trouvé par le policier dans le téléphone du toxicomane serait celui d'un homme bien connu de la police. En effet, cet individu que nous appellerons Diop aurait déjà été impliqué dans plusieurs affaires de stupéfiants en tant que fournisseur, mais il n'aurait jamais été condamné, faute de preuves. Alors les enquêteurs vont tout mettre en œuvre
pour savoir s'il pourrait être lié de près ou de loin au trafic de drogue sur lequel ils enquêtent depuis plus d'un mois déjà. Là, concrètement, c'est exploiter les 2 téléphones qu'on a pu avoir, les placer, avoir les fadettes, les échanges téléphoniques de ces 2 téléphones, et puis solliciter du parquet l'autorisation de les placer sous écoute pour voir ce qu'il y a d'intéressant. Grâce à ces écoutes, les enquêteurs espèrent récolter cette fois-ci suffisamment d'éléments pour prouver l'implication de cet homme dans un trafic de drogue. Et vous allez voir que l'intuition des policiers ne va pas mettre bien longtemps avant de se confirmer. « 24 heures plus tard, Michel est déjà à pied d'œuvre. Il a reçu les factures détaillées des 2 téléphones appartenant à Diop, le nouveau suspect dans l'affaire du trafic de stupéfiants. Là, on a de quoi faire. Les numéros défilent sous les yeux du policier. Visiblement, il y a beaucoup de mouvements sur le portable de l'individu soupçonné. Alors là, on a, sur une période d'1 mois, 800 appels ou messages écrits. Donc, ça correspond en gros à une petite moyenne de 25-30 par jour. C'est conséquent à étudier, mais c'est pas forcément très surprenant chez quelqu'un dont le téléphone est un outil de travail. Michel va essayer maintenant de repérer des numéros suspects parmi les 800 communications. Des numéros qu'il aurait peut-être déjà vus lors de précédentes affaires. Celui d'un dealer ou d'un consommateur déjà connu des services de police. Et quelques minutes plus tard... Eh ben bingo. Bingo. C'est un message sur le répondeur laissé par 3 fois, le 17 février. L'enquêteur ne pouvait rêver mieux. Il vient de tomber sur le numéro d'un dealer qu'il connaît bien. Et pour cause, il appartient au revendeur de cannabis, entendu par les policiers quelques jours plus tôt. Ce jeune homme se fournirait-il auprès de Diop, déjà soupçonné d'alimenter le marché en héroïne? Une chose est sûre pour les enquêteurs. Tous les indices concordent pour faire de Diop un fournisseur de stupes plutôt actif. Alors pour creuser davantage, Michel va ressortir les fadettes du revendeur de cannabis. Et rapidement, il va retrouver parmi tous ces numéros celui du nouveau suspect. J'ai déjà identifié ce numéro dans le cadre de l'affaire. C'est identifié bidon. Un numéro qui n'était évidemment pas enregistré au nom de Diop lors de la première enquête sur le trafic de cannabis. Maintenant, on sait à qui ça appartient. Donc là, on peut mettre maintenant un nom sur un numéro de téléphone, ce qu'on ne pouvait pas jusqu'ici. Ça, c'est intéressant, et ça relie nos 2 affaires, en fait. Grâce à ce numéro, les enquêteurs savent désormais que Diop, le fournisseur qu'ils soupçonnent, est en contact régulier avec le revendeur de cannabis. Le profil de ce fournisseur supposé s'étoffe peu à peu. Il trafiquerait manifestement toutes sortes de stupéfiants. Mais ce qui étonne les policiers, c'est que cet homme continue à utiliser son téléphone sans se méfier. On a un type qui est censé quand même être prudent, voire parano. Or, est en garde à vue une première fois, il est en garde à vue une deuxième fois, avec 30 clients entendus quand même. Ce type-là, il craque pas sa puce. Non seulement c'est étonnant, mais c'est une super opportunité. Parce que s'il craque pas sa puce, là, c'est intéressant de le foutre sous écoute. Contre toute attente, ce fournisseur présumé n'aurait pas changé de puce téléphonique pour brouiller les pistes. Alors les enquêteurs veulent en profiter pour écouter ses conversations et tout savoir de ses faits et gestes. Cet homme va se retrouver sous haute surveillance et pas seulement grâce à son téléphone portable. Son signalement a aussi été donné à tous les services de police environnants. Une attention permanente qui va rapidement porter ses fruits. Dès le lendemain, Thierry et Vincent ont décidé de patrouiller en ville pour repérer les lieux de deal où les trafiquants se retrouvent. Nous les suivons avec une caméra discrète. Très vite, un appel du GSP va les mettre sur la trace de Diop. Ouais, bien sûr, là, pour info, il y a un individu type africain qui pourrait correspondre à notre
Voilà. Tout à fait. Surveillance discrète. Ouais, le message bien reçu, effectivement, surveillance discrète. Hein. Faut le laisser tranquille. Diop serait actuellement dans les rues de Lisieux. Une occasion à ne pas manquer pour l'identifier formellement et découvrir les endroits où il a ses habitudes. Car pour l'instant, les policiers n'ont aucune adresse le concernant. Il faut absolument trouver un endroit ici. Pour s'approcher de la cible au plus près, Vincent sort du véhicule, direction la place de l'église, quand soudain, à moins d'une dizaine de mètres, il aperçoit un groupe de jeunes. Parmi eux, il croit reconnaître Diop. La scène est inespérée. Alors, les policiers veulent en avoir le cœur net. C'est pas en direct. Si, la mairie, mais tu veux aller où Il faut aller tout là-haut. Si, à l'accueil. Une paire de jumelles. Les enquêteurs cherchent un lieu en hauteur pour pouvoir observer sans être vus. Est-ce que vous allez accéder là-haut? Est-ce qu'il y a quelqu'un là-bas? Je vais demander à quelqu'un à ce moment qui vous y emmène. Ouais, oui, c'est pourquoi. Il y a surveillance, on a Regardez un truc. Coup de chance, la mairie dispose de bureaux vides au dernier étage avec une vue imprenable sur la place où se trouve le groupe de jeunes. Une fois postés derrière la fenêtre, les deux enquêteurs n'ont plus aucun doute. C'est bien ça. C'est sûr. Thierry et Vincent viennent formellement d'identifier Diop, la cible principale de leur enquête. Un présumé fournisseur de drogue qui jusqu'alors est toujours passé entre les mailles de la justice. Et les enquêteurs ne sont pas au bout de leur surprise. Là, ça arrive, là. Tu vois qui arrive. Oh là là là. Eh ouais. Là, on va avoir l'autre, la tête brûlée. Là. L'homme au t-shirt bleu est un dealer bien connu de la police. Et il se dirige droit sur le groupe de jeunes. Les policiers tentent d'observer le curieux manège qui se déroule sous leurs yeux, quand soudain, un homme s'avance dans leur direction. Il chauffe. Il chauffe partout. Hein. Il descend là, regarde. Il refait un tour, je suis sûr qu'il refait un tour. Là, il est au portable. Merde, pourvu qu'on ne l'ait pas... Non. Non, je crois pas. Non, il a pas vu. Les enquêteurs sont inquiets. Si Diop les aperçoit, il pourrait bien perdre la seule piste qu'il possède pour remonter jusqu'au cerveau de ce trafic de drogue. Ah merde, ils descendent, c'est con. Diop finit par disparaître derrière les buissons. Inutile de poursuivre la planque pour l'instant. Mais les policiers ont la ferme intention de revenir ici. On va partir du principe qu'on peut exploiter ça. Que c'est pas grillé. On va positiver. Et on va se dire que si on va demander à la mairie si on peut accéder facilement ici. Parce que c'est vraiment un point... Là, c'est nickel, hein, c'est impeccable. Franchement. Pour les enquêteurs, cette petite place située sous les fenêtres de la mairie pourrait être le centre névralgique d'un réseau de trafiquants de drogue. Peut-être une occasion unique d'assister enfin à une transaction. Mais à cet instant, les policiers sont loin d'imaginer que les écoutes téléphoniques du suspect vont les conduire dans un endroit au-dessus de tout soupçon. 2 jours plus tard, les écoutes sont désormais actives sur le téléphone de Diop. Au détour d'une conversation, Vincent va dénicher un élément essentiel pour pouvoir localiser ce fournisseur supposé. Ouais, quoi. Ouais, ça fait quoi? Ouais, je suis posé, au calme. Ah, à la baraque. Ouais. Ouais, c'est quand que tu descends me voir, toi, là. Visiblement, un point d'attache sur dans ce qu'ils appellent la baraque. Donc ça peut être intéressant. Donc peut-être pouvoir éventuellement le domicilier entre guillemets sur... Premier indice, Vincent dispose d'une ville à une vingtaine de kilomètres de Lisieux. Mais l'enquêteur voudrait trouver une adresse complète. Alors il va croiser cette information avec celle dont il dispose. Notamment grâce aux fadettes des téléphones de Diop. C'est la liste des gens qui ont été identifiés suite aux fadettes. Hein, des portables de... Et là, on peut constater qu'effectivement, il y a bien une personne qui habite. Donc ça peut être intéressant dans le sens où c'est une connaissance
ou c'est quelqu'un qui pourra être susceptible de l'héberger ou de le domicilier. Une connaissance qui semble être une femme. Alors, pour savoir s'il est sur la bonne voie, Vincent va s'intéresser à la fréquence des appels avec cette interlocutrice. L'utilisatrice de cette ligne de téléphone appelle assez souvent ou l'appelle assez souvent. Et cela durant pas mal de temps. On a quand même des conversations qui durent plusieurs minutes, et ce qui est assez rare avec. Un détail qui conforte Vincent dans son hypothèse. Il s'agirait bien de quelqu'un de proche. Le lendemain, le policier ne va pas tarder à savoir qu'il avait vu juste. Ce matin, vous n'avez pas été avec elle, là? Ah si, à la bibliothèque. Ouais, ça a été? Ouais, ouais. Tu t'es ennuyé? Il a été casse-burette, ton fils. Oh, ça va être de ma faute encore. L'interlocutrice du suspect n'est effectivement pas n'importe qui. Ça permet d'apprendre qu'il a une relation avec une jeune fille, et cette jeune fille visiblement a un fils de... Donc effectivement, ça devient une personne vraiment très intéressante. Une personne intéressante dont le domicile va désormais faire l'objet de toutes les attentions. Pour la première fois, les enquêteurs disposent d'une adresse pour loger leur suspect. Même si rien ne dit que Diop vit sous le même toit que son fils, il y a fort à parier qu'il s'y rend régulièrement. Dès le lendemain, Michel et Vincent décident de se rendre sur place. Objectif de la journée, planquer devant le domicile de la compagne de Diop pour observer les éventuelles allées et venues du suspect. Il y a tout lieu de croire que soit là-bas. Donc l'idée, c'est évidemment pas d'aller interpeller et de faire de l'esbrouf là-bas, mais c'est surtout de faire une petite surveillance et éventuellement, pourquoi pas, le filocher sur un autre domicile. Pour savoir si l'homme se trouve sur place ce matin, les enquêteurs ont un indice précieux. Un informateur leur a donné le modèle de la voiture dans laquelle Diop circulerait. Pour ne pas compromettre le travail des policiers, nous filmons en caméra cachée. Quelques instants plus tard, Vincent va être conforté dans son hypothèse. Là, ici, tout de suite, là. Elle est là. Tu l'as vu? Ouais. Bon, déjà, c'est positif. Cette voiture, stationnée devant la maison de la compagne de Diop, semble identique au modèle signalé. Non, mais ça confirme donc les indications d'une personne qui collabore avec nous. Pour les policiers, selon toute vraisemblance, le fournisseur présumé qu'ils recherchent depuis plusieurs semaines se trouverait à l'intérieur de la maison. Alors, ils vont se poster quelques mètres plus loin pour entamer une surveillance. Là, on attend de voir une activité du véhicule. Parce que de toute façon, surveiller chez lui, c'est pas possible. Devant, c'est pas possible discrètement. Donc, on attend de voir que si le véhicule sort. Et puis, s'il sort, on essaiera de le suivre. C'est le début d'une longue attente. 2 heures plus tard, aucun mouvement ne semble agiter la maison. Alors Vincent décide de tenter sa chance en se faisant passer pour un promeneur. Je vais faire un passage à pied pour voir si ça bouge, s'il y a une activité quelconque. Le pari est risqué, mais Vincent aimerait s'assurer de la présence du suspect. Le policier s'avance avec précaution et jette des coups d'œil en direction du domicile de la compagne de Diop. Brusquement, il fait demi-tour et retourne au véhicule avec une bonne nouvelle. Ça bouge. Ça bouge? Ouais. Je pense que je l'ai vu de dos. La fenêtre, une fenêtre de chambre, je pense, qui est ouverte. Je l'ai vu de dos, ça devait être que lui, c'était une... Bon, donc il est là. D'après l'enquêteur, Diop serait chez sa compagne. Les policiers décident donc de rester sur place. Grâce à un collègue posté au commissariat, les enquêteurs reçoivent les SMS du suspect directement sur leur portable. Des échanges qui en disent long sur ses activités. On a une jeune femme qu'on a identifiée comme une consommatrice qui cherche à le contacter.
Et ce n'est pas la seule preuve. D'autres SMS vont suivre, et notamment celui d'un interlocuteur au lourd passé judiciaire. C'est quelqu'un qu'on connaît bien, qui est fortement introduit dans les affaires de stupéfiants depuis un bon moment. Bon, ça nous confirme que ce téléphone est bien utilisé par des gens qui sont liés au trafic de stupéfiants, donc c'est déjà intéressant ça. Des messages qui sont autant d'éléments à charge contre ce fournisseur présumé. Le fait que ces gens-là se retournent vers... Bon ben voilà, on est vraiment dans la confirmation que c'est bien lui le pivot, le point haut de la pyramide. Après plusieurs heures de planque, les policiers décident de lever le dispositif. Si l'homme n'a apparemment pas l'intention de quitter le domicile, cette surveillance est un succès. Allez, on lève le camp. Inutile de rester plus longtemps. De toute façon, il n'y aura peut-être rien du tout de la journée. Il va peut-être y rester même toute la nuit. Il n'y a pas de texto ou d'appel téléphonique qui nous font penser qu'il va bouger, donc autant lever le camp. Si Vincent et Michel veulent réussir à percer les mystères de ce vaste trafic de drogue, ils vont devoir surveiller les moindres faits et gestes de Diop, à son domicile, mais aussi sur la place, située non loin de la mairie. Un emplacement qui pourrait être un lieu d'échange pour Diop et ses complices présumés, comme les enquêteurs ont pu le constater. C'est effectivement là qu'un nouveau protagoniste va faire son apparition. Les policiers vont être les témoins d'une scène incroyable qui va les rapprocher un peu plus du dénouement de leur affaire. Une semaine plus tard, Vincent et son collègue Xavier reviennent se poster au dernier étage des bureaux de la mairie. D'ici, ils ont un point de vue idéal pour surveiller la place de l'église. Les deux policiers sont persuadés que cette zone, exposée aux yeux de tous, serait en fait le point stratégique d'un important trafic de stupéfiants. Écoute, on va rester un petit moment et puis voir si ça mord, quoi. Après 1 heure d'attente, Xavier va repérer un individu au comportement suspect dans la rue d'à côté. Apparemment, il passe pas mal de coups de fil. Hein. Il est vraiment en attente de quelque chose. Hein. Putain, bing, il retéléphone encore une fois. Un homme d'une vingtaine d'années, posté à l'entrée du jardin depuis plusieurs minutes, enchaîne les communications. Fébrile, il semble attendre quelqu'un et surveiller ses arrières par des coups d'œil furtifs. Il a passé au moins 7-8 coups de fil là en l'espace de 5 petites minutes. Bon, semble-t-il, il attend quelqu'un. Espérons que ce soit la même personne que nous. S'agirait-il d'un rendez-vous avec Diop, le fournisseur présumé qui intéresse les enquêteurs? Il a l'air d'être stressé quand même, hein, je trouve. Quelques instants plus tard, les soupçons de Vincent et Xavier vont se confirmer. Hop, là-haut, ça tombe. Les policiers n'en croient pas leurs yeux. L'homme vient de réceptionner un gros paquet lancé d'une fenêtre d'un immeuble situé juste à côté de la place de l'église. Et c'est quoi qu'est-ce qu'il y a dans le papier? Bah je sais pas. Un homme d'une vingtaine d'années, posté à l'entrée du jardin depuis plusieurs minutes, enchaîne les communications. Fébrile, il semble attendre quelqu'un et surveiller ses arrières par des coups d'œil furtifs. Il a passé au moins 7-8 coups de fil là en l'espace de 5 petites minutes. Bon, semble-t-il, il attend quelqu'un. Espérons que ce soit la même personne que nous. S'agirait-il d'un rendez-vous avec Diop, le fournisseur présumé qui intéresse les enquêteurs? Il a l'air d'être stressé quand même, hein, je trouve. Quelques instants plus tard, les soupçons de Vincent et Xavier vont se confirmer. Hop, là-haut, ça tombe. Les policiers n'en croient pas leurs yeux. L'homme vient de réceptionner un gros paquet lancé d'une fenêtre d'un immeuble situé juste à côté de la place de l'église. Et c'est quoi qu'est-ce qu'il y a dans le papier? Bah je sais pas. C'est du pognon qui est lancé, c'est quoi? Bah c'est de la cam. Tu crois? Bah... je crois. Une fois la livraison assurée,
l'homme se précipite dans une voiture. Pour l'instant, impossible d'en savoir plus sur le contenu du mystérieux paquet. Il y a tout lieu de croire que c'est un client. Il y a tout lieu de croire que c'est un client. Surtout s'il repart avec un sachet avec des stupes. Une chose est sûre, cet envoi par la fenêtre est plutôt suspect. Grâce à cette surveillance, Xavier et Vincent ont la confirmation que cette place pourrait jouer un rôle déterminant dans l'important trafic de stupéfiants qui sévit sur Lisieux. Alors les jours suivants, les enquêteurs de la BSU vont redoubler de vigilance et se relayer pour planquer depuis la mairie. Et ils ne vont pas tarder à faire une autre découverte. Dans le viseur de ses jumelles, ce jour-là, Vincent vient de repérer un véhicule à l'arrêt, susceptible de les intéresser. Qui c'est qui nous a parlé de Mégane? C'est pas Didier? Oui. C'est ça la Renault en... C'est celle qui était en panne, à mon avis. En réparation. Ouais. Si les enquêteurs s'intéressent à ce véhicule, c'est parce que le fournisseur présumé a mentionné un modèle identique lors d'une conversation téléphonique. Dans des écoutes entre et un copain, on a évoqué une Mégane coupée qui pourrait être celle que tu as mis en réparation dans un garage. Cette voiture, qui appartiendrait au fournisseur présumé, va bientôt être rejointe par deux individus. D'abord, un homme de couleur noire, au visage caché par une capuche. Il se barre. Il se barre là-bas, tout au fond, vers la Mégane coupée bleue. S'agirait-il de Diop, le fournisseur supposé à la tête de tout ce trafic? Impossible pour les policiers de le reconnaître à cette distance. Il est rejoint par un mec. Un homme avec un bonnet, dont le visage ne leur est pas inconnu. C'est ce même individu que les enquêteurs avaient observé une semaine plus tôt. L'homme, au comportement suspect, avait réceptionné un sachet rose lancé d'une fenêtre d'un immeuble, avant de disparaître précipitamment. Ouais, c'est ça, c'est lui. J'ai bien sa photo, là. Cet inconnu devient, au même titre que Diop, une cible prioritaire. Mais pour le moment, les policiers n'ont aucun moyen d'en apprendre plus sur lui. Seule solution, intensifier les surveillances, mais cette fois-ci au domicile présumé de Diop. Car si les deux hommes se connaissent, il se pourrait qu'ils se voient très prochainement. Départ de TV300 BSU, 2 OPJ pour mission de surveillance hors circo. 48 heures plus tard, tous les enquêteurs de la BSU sont mobilisés pour une surveillance au domicile de la compagne de Diop. Le suspect y aurait été aperçu. Leur objectif cette fois-ci, découvrir où les stupéfiants qui alimentent le trafic pourraient être stockés. C'est important ce matin de pouvoir savoir, quand il part de son domicile, où il se rend. Notamment, on est dans le cadre de la volonté de pouvoir identifier des nourrices. Des nourrices, c'est-à-dire des complices susceptibles de cacher la marchandise chez eux. Pour cette opération délicate, les policiers ont mis en place un dispositif particulier. Michel et Thierry se positionnent sur un parking à proximité de la maison. Vincent, lui, est posté dans une seconde voiture pour couvrir l'autre chemin de fuite possible. Quant à Xavier, il fera des allers-retours en moto entre les deux points de surveillance, prêt à partir à tout moment. Ce serait bien que tu te positionnes là-bas en face. D'accord. Tu essayes de te mettre là si ça attire pas trop l'attention. Ouais. Pour rester discret, nous filmons une nouvelle fois en caméra cachée. La planque commence. Les enquêteurs sont en contact permanent pour savoir ce qui se passe aux abords du domicile et pouvoir réagir rapidement. Au bout de 2 heures, Vincent observe un manège surprenant. Donc on est d'accord, une Mégane bleue devant chez eux et un black qui est monté dedans. Hein. Un black est sorti de chez eux. Et il est rentré côté passager, d'accord? Ouais bah ça peut être que... Le fournisseur présumé serait en ce moment même à bord d'un véhicule stationné devant chez lui, et pas n'importe lequel. Il s'agirait du modèle repéré 2 jours plus tôt, près de la place de l'église à Lisieux. Quelques minutes plus tard, Vincent voit l'individu ressortir de la voiture. Ouais.
Le black est ressorti? Elle vient là. Elle vient là. C'est bon, elle arrive devant nous. Tiens, les voilà. À l'intérieur de la voiture, Michel reconnaît aussitôt le conducteur. Bon, Vincent, je te confirme. Alors, c'est celui qu'on a vu sur le square. Hein. L'homme au volant n'est autre que celui observé à de nombreuses reprises par les enquêteurs aux abords de la mairie. Un individu au comportement suspect. Et pour eux, son rendez-vous en coup de vent avec Diop est loin d'être anodin. Bon, écoute, le temps que le black est rentré dans la boîte de l'habitacle, on peut considérer que c'est un échange, hein. D'accord? Ah ouais. Donc, c'est bien, ça étaye notre surveillance, c'est très très bien. Grâce à cette surveillance, les enquêteurs sont persuadés que le conducteur de cette voiture joue un rôle essentiel dans l'affaire sur laquelle ils enquêtent depuis plus de 2 mois. C'est une bonne surveillance qui apporte au moins quelque chose de positif, c'est à savoir qu'il reçoit du monde malgré tout à domicile. Quand on voit toute la prudence qu'il a au travers des échanges téléphoniques, s'il a reçu ce gars-là, ça veut dire que déjà, à mon avis, c'est quelqu'un en qui il a énormément confiance. Et donc je pense évidemment de fait bien impliqué avec lui dans le trafic. Pour la première fois, les policiers pensent avoir mis la main sur un complice de premier plan. De fait, le conducteur de cette Mégane devient un objectif important. Absolument. Voilà. Les enquêteurs choisissent de rester sur place au cas où Diop partirait lui aussi en voiture. Mais à la fin de la journée, ils doivent se rendre à l'évidence. Comme à son habitude, le fournisseur présumé ne semble pas prêt à quitter son repère. Désormais, les policiers vont concentrer leurs recherches sur l'homme au bonnet, car peut-être qu'en le suivant, lui, ils pourront enfin trouver le lieu où la drogue serait stockée. On décroche et on fait un point au service. Ok, ça marche. Pour localiser plus rapidement cet homme, Thierry va tenter sa chance auprès de ses collègues du GSP, le groupe de sécurité de proximité. Ces hommes de terrain sont une mine d'informations pour les enquêteurs. Le policier leur envoie donc la photo du suspect et quelques minutes plus tard... Tiens, regarde. Ouais. Ils ont envoyé l'extrait canonge de l'individu. Le conducteur de la Mégane. Le conducteur de la Mégane bleue. Les policiers du GSP ont retrouvé la trace de l'individu dans les fichiers de l'identité judiciaire. Désormais, les enquêteurs peuvent mettre un nom sur le visage du complice supposé de Diop. Petit à petit, l'étau se resserre autour des suspects et les enquêteurs commencent à définir l'organigramme du réseau. Au bas de l'échelle, il y aurait d'abord toute une série de dealers chargés d'écouler la marchandise. Au-dessus, il y aurait un messager, un homme de confiance, dont le rôle serait d'assurer des transits d'argent et de drogue entre le fournisseur et ses revendeurs. Un trafic dirigé à distance par un homme, Diop. Un mode opératoire astucieux qui pourrait expliquer pourquoi l'individu a toujours échappé à la justice. Après plus de 2 mois d'enquête, les policiers vont devoir déclencher des interpellations s'ils veulent obtenir des réponses à leurs questions. Mais ils ignorent encore qu'un événement imprévu va venir tout bouleverser. Le lundi suivant, à la brigade de sûreté urbaine, les enquêteurs vont être confrontés à une bien mauvaise surprise. Depuis ce matin, Vincent passe en revue les communications de Diop, le chef présumé du trafic de stupéfiants qui sévit à Lisieux. Des échanges téléphoniques enregistrés pendant le week-end. Je suis en panique déjà, donc voilà, appelle-moi en fin de journée. Et une conversation plutôt étrange entre le fournisseur présumé et un de ses clients supposés va alerter le policier. C'est toujours la même misère, poteau. J'ai walou, poteau, j'ai même pas d'argent. J'en ai rien à foutre, j'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre, je te dis. Je m'en bats les couilles, pour rien savoir. Dans cet échange, Diop fait pression sur son interlocuteur pour obtenir de l'argent. Il semble plutôt nerveux et Vincent va vite comprendre pourquoi. C'est bon? Regarde, je m'en bats les couilles, je te dis, je vais passer aujourd'hui. Moi, je me barre au Sénégal à Fredman. Il me faut mes sous là, aujourd'hui ou demain maximum. Coup de théâtre,
Le chef présumé du réseau vient d'annoncer qu'il allait quitter le pays dans les 48 heures. Vincent sait déjà qu'il est trop tard pour intervenir. L'enquêteur accuse le coup et prévient Michel. En l'état actuel des choses, il a quitté le territoire français pour le Sénégal, chose qu'il a déjà fait par le passé. Il reviendra en France puisque c'est là où il travaille, entre guillemets. C'est là où il peut gagner l'argent qu'il a réussi à dégager de son trafic de stupes. Donc, voilà. Le départ précipité de Diop contraint les enquêteurs à revoir tous leurs projets. On va plus mettre en sécurité les gens qui font partie de ce trafic de stupes pour mieux les appréhender un peu plus tard. Donc c'est que partie remise, mais l'enquête continue. Il n'y a absolument pas de porte refermée sur le dossier. Pour démanteler une fois pour toutes le trafic de drogue, les policiers préfèrent attendre le retour en France de Diop, son chef supposé. Ils sont convaincus que le suspect fera tôt ou tard sa réapparition. Car son fils en bas âge vit à seulement quelques kilomètres de Lisieux. Quant à son complice, l'homme qui l'aiderait à gérer ses affaires, il va lui aussi brusquement disparaître des écrans radars. 6 mois plus tard, la patience des enquêteurs va finalement être récompensée. Ce matin-là, une réunion un peu spéciale se prépare derrière les vitres de la brigade. Diop aurait été formellement identifié par une patrouille dans les rues de la ville. Alors cette fois-ci, les policiers comptent bien lui mettre le grappin dessus. Ce mec-là, c'est une anguille. C'est une anguille. Il est extrêmement prudent. C'est naturel chez lui. De toute façon, il est parano, voilà, on le sait. Grâce à leurs investigations, les enquêteurs disposent d'un atout de taille pour appréhender leurs suspects. Car souvenez-vous, ils ont découvert que le trafiquant présumé rendait régulièrement visite à sa compagne et à son fils dans une maison située non loin de Lisieux. Alors les policiers comptent mettre en place des surveillances permanentes sur place pour guetter les moindres allées et venues. Ce qui est un gros avantage pour nous, c'est qu'il ne sait pas qu'on sait pas. Et je suis certain que c'est vraiment cloisonné avec tout le reste de son activité. Il croit vraiment pas se faire gauler là-bas. Ça, c'est vraiment franchi. C'est son havre de paix, tu vois. Les enquêteurs sont plus que jamais décidés à mettre un terme aux agissements du trafiquant présumé. Si l'homme a toujours réussi à passer entre les mailles du filet, sa chance va peut-être bientôt finir par tourner. Quelques jours plus tard, à la brigade de sûreté urbaine, il est 6 h du matin et à l'intérieur, c'est le branle-bas de combat. Tous les policiers sont sur le pont car la veille, une source a communiqué aux enquêteurs une information cruciale. L'homme qui serait à la tête d'un vaste trafic de stupéfiants aurait prévu de rendre visite à sa compagne le jour même. En tout état de cause, il est susceptible de venir entre 10 et 11 heures ce matin chez elle. Alors on a pris la précaution de venir de bonne heure parce que il est aguerri à faire des coups de sécurité. Comme là, ce qui serait bien, c'est d'être en place vers 8h30 là-bas. Ça le fait. Les enquêteurs tiennent enfin l'opportunité d'interpeller Diop, le trafiquant présumé. Cela fait plus de 6 mois qu'ils attendent cet instant, alors un dispositif exceptionnel va être mis en place. Pour éviter que le suspect ne s'échappe, Vincent aimerait placer 4 policiers à l'intérieur de la maison. S'il rentre dans la propriété avec sa voiture, il va certainement se stationner devant le pavillon, c'est son habitude. Et au cas où il commence à pénétrer et puis qu'il sent la patate et qu'il veut faire demi-tour, il est possible aussi qu'il fasse demi-tour et qu'il essaie de réintégrer sa voiture. À ce moment-là, ces 4 fonctionnaires-là viennent lui couper son chemin. Les policiers ne veulent prendre aucun risque, alors une dizaine d'hommes participeront à l'opération. C'est pas une armoire à glace, mais c'est un beau bébé, il est assez musclé. S'il est chargé, il va vraiment pas se laisser faire. Il est rapide, c'est-à-dire qu'on va pas attendre, hein, on va le sécher. Ça va être menotté d'entrée. Hein. C'est le moment de quitter la brigade. Grâce à leurs sources, les enquêteurs savent que Diop ne devrait pas arriver chez sa compagne avant midi. Alors, ils vont en profiter pour se mettre en place et répéter les derniers détails. Lorsqu'ils arrivent sur les lieux, il est déjà 8 h et étonnamment, tout est calme. Les rideaux de la maison sont encore fermés
Alors Vincent va s'assurer qu'il y a bien quelqu'un à l'intérieur. Un coup à la porte, mais personne ne répond. Quelques secondes passent. Soudain, Michel entend un bruit suspect. Les policiers sont sur le qui-vive. Difficile de savoir qui se cache, vraiment, à l'intérieur. S'il vous plaît. Vous ouvrez. Finalement, l'un des rideaux se lève. C'est la compagne de Diop qui accueille les policiers. Bonjour. Bonjour. Commissaire Bisou. Bon, on va vérifier. Allez-y, monsieur, madame. Vous pouvez ouvrir, s'il vous plaît. La femme prétend que le trafiquant présumé n'est pas chez elle. Les enquêteurs vont tout de même s'en assurer en inspectant une à une les pièces de la maison. Bon, on intervient ici, c'est dans le cadre d'un dossier de trafic de stupéfiants. D'accord, moi ça me regarde pas. Ah bah comme ça au moins c'est clair. C'est pour ça que je l'ai quitté là-bas. La femme ne semble pas surprise par l'intrusion des policiers. Elle se serait séparée du trafiquant présumé depuis plusieurs mois déjà, en raison de son addiction au cannabis. Il ne lui rendrait visite que très rarement pour voir son fils. La dernière fois qu'il est venu, C'est après les fêtes de Noël. après les fêtes de Noël, il est resté dormir. Non. Il était seul quand il est venu? Oui. L'ex-compagne du trafiquant présumé semble coopérative. Les enquêteurs vont en profiter pour lui demander si elle n'aurait pas vu de la drogue transiter par son domicile. Vous n'avez jamais vu de produits stupéfiants à votre domicile? Bah si, pas des petits bouts comme ça, que je pensais que c'était pour sa conso à lui. Ah, il fumait beaucoup, c'est ce qui a fait que je lui ai dit de partir, quoi. C'est maintenant au tour de Banouk, le chien stup, d'intervenir. Les enquêteurs veulent s'assurer que le trafiquant présumé n'a pas dissimulé de la drogue au domicile de son ex-compagne. Très vite, l'animal va marquer à plusieurs endroits, et notamment dans ce petit débarras. On va vérifier. Déjà, on a la preuve qu'il y a eu du produit qui est passé ici. Le chien, là-dessus, a marqué de façon très sévère, hein, on l'a vu. Hein. Donc il y a eu du produit de stocké dans ce petit local. Là. Après une demi-heure de fouilles minutieuses, les enquêteurs doivent se rendre à l'évidence. Ils ne trouveront rien. En revanche, ils sont persuadés que ce local pourrait avoir servi de cachette aux trafiquants. Thierry va maintenant questionner la compagne de Diop pour savoir si le suspect gardait beaucoup de liquide à la maison. Vous revenir avec des colis, des Non. ou des sommes d'argent qui vous ont perdu? Des sommes d'argent, oui, ça me paraissait énorme. Parce que vous l'avez vu avec des... Oui. D'accord. Les enquêteurs vont maintenant informer la femme du plan qu'ils comptent mettre à exécution. Surprise, elle comprend alors que les policiers sont venus arrêter chez elle son ex-compagnon. Mise devant le fait accompli, elle n'a pas d'autre choix que d'accepter leur présence. Alors l'idée, là il va y avoir des policiers, des gendarmes en civil. Ils sont autour. Et pour ce qui est de la pièce ici, il n'y en aura que 2 autres de plus, c'est tout. Ok? Ça se passe comment l'arrivée des plumes? Il arrive par la porte là. Celle-là, ouais. Il est 10h30, le suspect doit arriver d'un moment à l'autre. À l'extérieur, des policiers se déploient pour faire le guet, et à l'intérieur, chaque enquêteur se positionne de manière à ne pas se faire repérer. Ça va aller. Vincent prend le temps de rassurer l'ex-compagne. C'est elle qui devra ouvrir la porte au trafiquant présumé. Mais l'homme va-t-il vraiment venir? Les enquêteurs retiennent leur souffle. Oui. Il est au passage à niveau. Ok. La tousse de DE, l'individu va pas tarder. Ça y est, le suspect a été aperçu aux abords de la maison. Il n'est pas en voiture, mais à pied. L'homme n'est plus qu'à quelques mètres du domicile. Oui.
bouge pas, bouge pas, bouge pas, bouge pas, police, bouge pas, bouge pas, à terre, à terre, à terre, à terre, bouge pas, c'est la police. T'énerve pas, c'est la police. Ok, tu bouges pas, tu bouges pas, tu bouges pas, tu bouges pas, tu bouges pas. Chut, c'est la police, tu bouges pas. Tourne-toi. Tourne-toi tranquillement, allez. Tourne-toi. Allez. Le suspect est à terre, sonné. Il ne s'attendait pas à être accueilli par une horde de policiers. Les enquêteurs tiennent enfin l'homme qu'ils recherchent depuis plusieurs mois. À tous de individus interpellés, vous pouvez arriver sur le site. Bon, tu es placé en garde à vue pour des faits de trafic de stupéfiants. Il est 11h05. Donc dans le cadre de cette garde à vue, tu as 3 droits: aviser quelqu'un de ta famille, voir un médecin ou être visité par un médecin, et t'entretenir en présence d'un avocat. Qu'est-ce que tu veux? Un avocat? Un premier téléphone portable est immédiatement saisi. Puis, les enquêteurs décident de fouiller le suspect. Et dans l'une de ses poches, ils vont faire une belle découverte. C'est quoi? Sûr. L'homme avait emporté avec lui 3 barrettes de résine de cannabis. Les enquêteurs continuent leur fouille avec le sac du suspect et très vite, ils tombent sur une somme d'argent conséquente. Combien on a? Pratiquement 500 €. Il y a 500 €. La ressource du monsieur, à peu près. C'est ça? Ok. Cet argent proviendrait-il de la vente de produits stupéfiants? Les enquêteurs tenteront de le déterminer pendant les auditions. Ouais. Tu mets tout dedans? Ok. 3 téléphones. En tout, le suspect avait également sur lui 3 téléphones portables. Les enquêteurs espèrent pouvoir en exploiter les données. Tu veux en faire? Il est temps de rejoindre le commissariat. Pour les policiers, l'interpellation est un véritable succès. Allez, c'est parti. Il y a assez de voitures, ça s'est bien passé. Ouais, ça s'est bien passé, ouais. Pas de souci, on n'a pas laissé le temps de réagir, donc impeccable, impeccable. Au cours de leurs investigations, les enquêteurs ont relevé plusieurs indices leur permettant d'affirmer que Diop serait à la tête d'un important trafic de drogue. Les policiers comptent donc sur les auditions pour lui soutirer des aveux. C'est Vincent qui va entendre le suspect en présence de son avocate. Rapidement, l'enquêteur comprend qu'il va devoir jouer serré, car Diop semble bien connaître ses droits. D'emblée, il nie tout en bloc. Trafic de stupéfiants depuis septembre 2011, monsieur. C'est pas possible. Monsieur, si je prends cette mesure-là à votre rencontre, c'est que j'ai un certain nombre d'éléments qui me permettent de le faire. Sinon, moi, j'interpelle pas les gens comme ça dans la nature. Le policier fait immédiatement savoir au suspect qu'il n'est pas là par hasard. Pour tenter de le faire réagir, Vincent va maintenant le questionner sur les 3 barrettes de résine de cannabis retrouvées sur lui lors de son arrestation. Vous êtes consommateur de résine de cannabis? Oui. Régulier? À la folie, pas du tout? À la folie, oui. À la folie, vous fumez beaucoup? Tu fumez combien à peu près par jour, par semaine? Ah, c'est par exemple, ça, ce qu'on a là, ça représente... Une journée. C'est une journée, ça? Tout. Ah, vous êtes motivé, quoi. Tout ça, c'est une journée? Ouais, je fume beaucoup. Il faut avoir beaucoup d'argent, là, pour fumer à votre riz. Vous avez que le RSA? Le RSA, oui. Ah, vous n'avez pas. Diop affirme que la marchandise retrouvée sur lui correspond à sa consommation quotidienne de cannabis. Une déclaration qui ne convainc pas les enquêteurs au vu de la quantité. Pour eux, cette drogue était probablement destinée à la revente. Sinon, il y a une autre solution aussi, c'est que vous dealez du shit. Comme ça, vous pouvez fournir votre consommation. C'est une éventualité, ça. Non? J'ai trop peur. Vous avez trop peur? Vous avez peur de qui? Ben non, c'est pas vrai. C'est plutôt des... À l'inverse, moi, quand j'entends certaines personnes, c'est eux qui ont peur de vous. J'aimerais bien voir ça. Ouais. Et quand je vous dis qu'il y a des gens qui disent de vous que vous dealez,
Vous dealez de la résine de cannabis, vous dealez d'héroïne et vous dealez de la cocaïne. Quand je vous dis ça, ça vous dit quoi? It's not possible. It's not possible? Non. D'accord. Diop ne fléchit pas et nie une nouvelle fois toute implication dans un trafic de stupéfiants. Il va même jusqu'à jouer l'étonné. Alors Vincent va faire monter la pression d'un cran, en évoquant le surnom qu'on lui aurait donné dans le milieu. C'est qui? C'est un pote en moi. C'est vrai? Oui. Il fait quoi dans la vie? Je sais pas, mais je connais pas tout le monde. Il doit vendre de la résine de cannabis, non? Bien, je sais pas. Je sais pas. On a fait voir des photos à des personnes, des photographies, et sur ces photographies, ils reconnaissent clairement. Et si je vous dis que ces photographies, bah c'est vous. C'est pas possible. Là aussi, c'est encore des menteurs. Hein? Ils se sont trompés? Une fois encore, Diop reste inflexible. Pour lui, il y aurait terreur sur la personne. Alors les enquêteurs vont essayer de l'interroger sur un autre volet, celui de l'argent. Ils aimeraient notamment savoir d'où viennent les 500 € trouvés sur lui ce matin. Vous avez été le chercher où cet argent? Hier dimanche. À la banque? Non, à la maison. À la maison, vous avez de l'argent liquide chez vous? Avec des petites économies. Que vous cet argent? Pour donner un compte. On est en mesure de justifier ce retrait de ton compte. Diop semble avoir réponse à toutes les questions. Alors Vincent préfère mettre un terme à l'audition pour laisser le suspect réfléchir en cellule. Voilà, lui justifie son train de vie de par toucher un RSA, d'être toxicomane et acheter à droite et à gauche de la résine de cannabis sans avoir de fournisseur attitré. Bon, c'est une audition classique d'une personne qui n'a pas envie de donner trop d'éléments sur son rythme de vie. Mais ce que le trafiquant présumé ignore, c'est que dans la pièce d'à côté, Michel vient de faire parler ses téléphones. Car souvenez-vous, 3 portables avaient été saisis sur Diop lors de son arrestation. En examinant de près les échanges SMS, l'enquêteur a fait une belle trouvaille dans l'un d'entre eux, un message codé. Par exemple, on a un texto qu'il reçoit et qui comporte Tanger égale 20 égale 56, jaune égale 10, 27, 55, 20 égale 31. Enfin bon, c'est une arithmétique un peu particulière. Mes études de policier me disent que ça doit correspondre quand même à des quantités de résine de cannabis provenant probablement du Maroc. Michel pense que ce texto aurait pu être envoyé au suspect par son fournisseur de drogue. À gauche de l'écran, il s'agirait des différentes sortes de résine de cannabis proposées. Au milieu, les quantités pouvant être fournies par le grossiste. Enfin, à droite, ces chiffres correspondraient au prix en milliers d'euros pour la marchandise achetée. Un montant faramineux. On arrive à 114 000, ce qui est quand même pas inintéressant du tout. Pour Michel, ce SMS constitue un élément de preuve. Et ce n'est pas tout, car son œil aiguisé va repérer un deuxième échange suspect, où il serait aussi question de quantité de cannabis. Venant du même interlocuteur, juste avant, on a un message. Je t'ai mis 20 du bien et 30 du moins bien de côté, etc. Donc là, on est carrément quand même dans le trafic. Je pense qu'il va falloir que notre ami nous dise un peu ce qu'il en est. Les enquêteurs ont un nouvel atout dans leur manche. Ils espèrent ainsi faire craquer le suspect. Le trafiquant présumé est donc entendu une deuxième fois. Dès le départ, Franck, le collègue de Vincent, va droit au but en lui demandant de s'expliquer sur ses nombreux téléphones. Pourquoi t'as 3 téléphones en même temps sur toi? Il y a des téléphones plus pratiques pour appeler à l'étranger, c'est tout. Et il y a des téléphones plus Pratiques, plus avantageux quand on appelle. en termes de tarifs? Le plus pratique. Ouais. Pourquoi 3 et pas un pratique? Parce que c'est plus pratique.
pratique, il doit en avoir 3. C'est interdit d'avoir ton téléphone. Tu fais ce que tu veux. Ah non. Non, mais c'est pas commun. C'est même pas comme si tu avais une ligne professionnelle, tu travailles pour. Enfin. Si, c'est son business. C'est pour pour le le business. Enfin, celui que tu déclares pas aux impôts, parce que tu sais que tu devras déclarer aux impôts. C'est pour le business. Il n'y a pas de business. Il n'y a pas de business. Le suspect n'en démord pas. Il n'aurait rien à voir avec un quelconque trafic de drogue. Alors les enquêteurs vont choisir ce moment pour abattre leur carte maîtresse, les messages trouvés dans ses portables. Il y a un texto qui nous a interpellés. Il dit je t'ai mis 20 du bien et 30 du moins bien. Il va l'air à l'aise. C'est quoi? C'est beaucoup. C'est beaucoup quoi? C'est beaucoup trop, ça. Je t'ai pas donné de mesure. Tu parles de quoi, toi? Tu parles de quoi? Pour toi, ça correspond à quoi si tu imagines comme ça? C'est des kilos? Je sais pas du tout. Bah, c'est toi qui viens de te trahir. Je t'ai pas dit ce que c'était, 20 et 30. Tu me dis c'est beaucoup trop? Pour la première fois, Diop semble mal à l'aise et moins sûr de lui. Les enquêteurs sentent qu'ils sont sur la bonne piste, alors ils vont essayer de le faire parler. Moi, ce que je veux savoir, c'est pourquoi quelqu'un en plus 212 t'envoie ce message-là. Avec une signe Maroc. Il a juste trompé de destinataire. Les policiers ont beau insister, Diop semble avoir repris ses esprits et préfère botter en touche. Mais Vincent et son collègue n'ont pas encore dit leur dernier mot. Le message, le 2 février 2015, de Poto. Poto, je pense que c'est dire pote. Pareil, 212, c'est l'indicatif du Maroc. Tanger 20 égale 56. Jaune 10 égale 27. 50-20 égale 31. Le tout égale à 114 000. Si tu es en mesure de m'expliquer ce que ça veut dire, je suis preneur. Je sais pas du tout, c'est pas destiné à moi ce message. Ce message ne m'est pas destiné. Vincent sait qu'il ne tirera rien de plus de Diop. Il préfère donc mettre fin à l'audition. Après une signature, le trafiquant présumé est relâché. Mais au vu des éléments retrouvés sur son portable, il devra s'expliquer très prochainement devant la justice. Vous êtes satisfait? Bah, il y a une décision. Il y a une décision de justice, donc voilà. Ça va pas rester non impuni, quoi. Il va y avoir une décision. Voilà. L'enquête de Vincent connaîtra un bel épilogue 2 jours plus tard. Pris en flagrant délit, Diop a été placé derrière les barreaux dans l'attente de son jugement. Pour trafic de stupéfiants, il encourt une peine maximale de 10 ans de prison.